Mes chers concitoyens, nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse consacrée à deux enjeux fondamentaux pour l'avenir démocratique de notre pays. 1. Le système de parrainage citoyen imposé par la réforme électorale de 2020. 2. La question de l'éligibilité de M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Sur la question du parrainage citoyen, le système de parrainage introduit par l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral impose à chaque candidat de recueillir un minimum de 35 000 parrainages citoyens tout en relevant la caution électorale à 50 millions de francs CFA. Nous considérons que ce dispositif crée une inégalité entre les candidats en renforçant artificiellement les candidatures des partis déjà installés et financés par l'État au détriment des nouveaux acteurs politiques. Crée un coût très élevé dépassant le montant du cautionnement exigé pour la validation des candidatures. Expose l'identité des citoyens, soit fonctionnaires ou agents du privé, causant une crainte sur leur emploi ou même leur sécurité personnelle, restreignant ainsi l'espace démocratique. Contrevient à l'esprit de l'article 55 de la Constitution de 2016 qui garantit que le président est élu au suffrage universel direct, libre et légal. 2. Sur l'éligibilité à la présidence de la République. Selon la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, loi numéro 2016-886, modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, les conditions sont claires. Article 55. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. En conséquence, M. Alassane Ouattara, élu en 2010, puis réélu en 2015, a déjà épuisé ses 2 mandats avant même la révision constitutionnelle. La promulgation de la nouvelle constitution en 2016 ne comporte, dans ses dispositions finales et transitoires, aucune clause annulant rétroactivement les mandats en cours. Le mandat 2015-2020, bien qu'entamé sous la Constitution de 2000, s'est poursuivi sans vacance de pouvoir jusqu'en 2020. Il doit donc être pleinement comptabilisé. La révision de 2020, qui supprime l'élection du vice-président au suffrage universel direct et renforce le pouvoir présidentiel, ne modifie en rien la limitation stricte à 2 mandats présidentiels. Ainsi, toute nouvelle candidature en 2025 constituerait une violation flagrante de l'article 55. Cela dit, si nous devions prendre en compte la notion non constitutionnelle de Troisième République, consacrée par la nouvelle Constitution selon le RHDP et son président, nous constaterons alors la rentrée en vigueur le 8 novembre 2016 comme le début de la fameuse Troisième République. En réponse à la rhétorique de la remise à zéro des compteurs, nous sommes en droit de leur poser la question de ce que représenterait le mandat qui a couru du 8 novembre 2016 au mois de décembre 2020, date de prise de fonction du président élu en octobre 2020. Serait-ce un mandat fantôme ou un mandat cadeau? Sur la question de la nationalité, il est important de rappeler que nous avons saisi le Conseil constitutionnel
afin que soit examiné le cas de M. Alassane Ouattara au regard de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Cet article stipule clairement que tout individu ayant volontairement acquis une autre nationalité ou ayant renoncé à sa nationalité ivoirienne perd ses droits attachés à celle-ci. Des documents d'archives internationaux, FMI, Banque mondiale, BCAO, établissent que M. Ouattara a longtemps été reconnu comme ressortissant du Burkina Faso dans l'exercice de ses fonctions, ce qui soulève une question juridique majeure restée sans réponse à ce jour. Le Conseil constitutionnel saisi sur cette question n'a jusque-là pas statué explicitement. Ce silence entretient une zone d'ombre grave pour la crédibilité de nos institutions. La défiance envers le Conseil constitutionnel. La Constitution, en son article 128, confie au Conseil constitutionnel la mission de garantir la régularité des élections et de trancher sur la validité des candidatures. Or, nous constatons, le Conseil est nommé par le président de la République en exercice, ce qui pose un problème manifeste de son indépendance. Dans les précédentes élections, ces décisions ont systématiquement validé la candidature de M. Ouattara en développant des interprétations juridiques inédites en Côte d'Ivoire. Ce fonctionnement exceptionnaliste sape notre confiance dans l'arbitre institutionnel suprême. Le Conseil constitutionnel n'a toujours pas divulgué le protocole selon lequel il valide ou invalide les parrainages. Conclusion, notre position est claire et sans ambiguïté. Le système de parrainage citoyen constitue une atteinte à la démocratie. Les 2 mandats déjà accomplis par M. Alassane Ouattara rendent toute nouvelle candidature en 2025 inconstitutionnelle. L'absence de réponse sur la question de la nationalité fragilise la légitimité de sa candidature et le Conseil constitutionnel, dans sa composition et ses pratiques actuelles, ne nous rassure pas. Chers confrères, après son propos liminaire, nous allons permettre 2 ou 3 questions à nos amis et confrères journalistes. Vous levez votre main, vous vous présentez et vous posez votre question. On commence par la ligne. Mamadou Touré de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, merci beaucoup pour ces propos. Ma question se situe au niveau de la candidature, sinon les mandats déjà passés du président Alassane Ouattara que vous jugez inconstitutionnels. Voilà. J'aimerais savoir si est-ce que lors du vote du référendum passé qui a constitué le fait que le président Alassane Ouattara puisse se présenter une nouvelle candidature de la Troisième République. Est-ce que vous étiez en Côte d'Ivoire en ce moment? Et qu'est-ce que vous avez dit face à cette situation-là pour qu'aujourd'hui, vous puissiez en tout cas dire que c'est inconstitutionnel? Est-ce que vous avez levé la voix à ce moment-là pour dire que non, c'était vraiment inconstitutionnel de votre part? Je vous remercie. Effectivement, quand il s'est agi du référendum sur la nouvelle constitution, quand le débat a commencé, j'étais aux États-Unis, mais je suis rentré expressément en Côte d'Ivoire à cause de cette question et j'ai rejoint alors le groupe de la coalition du non. Vous aviez 2 groupes à l'époque, le Front du Refus qui était dirigé par Mamadou Koulibaly et la coalition du non dirigée par le professeur Bamba Morifere. Et j'ai rejoint ce 2e groupe-là et nous, notre option, c'était de mener une campagne pour le non. Et de l'autre côté, on avait en face de nous les amis du Front du Refus qui ne voulaient même pas la tenue du référendum. Alors, dans notre démarche, nous avons démontré par A plus B que la notion même de nouvelle constitution impliquait, contrairement à ce que ceux qui défendaient le oui étaient en train de dire, un mensonge stratégique. Qu'est-ce qu'on appelle un mensonge stratégique? Dire quelque chose de façon voilée
de sorte à tromper la vigilance du peuple, alors qu'on a une autre intention derrière, où on a des calculs pour introduire au milieu de cette confusion-là quelque chose d'autre que ce que nous sommes en train de dire. Et c'est ce qui va justifier tout simplement toutes les tergiversations au sein même du camp RHDP, avec le ministre de la Justice qui passe, qui dit quelque chose devant l'Assemblée nationale, le ministre Cissé Bakongo qui vient dire une chose, et puis plus tard, tout le monde commence à faire un rétropédalage sur ce qu'ils ont dit. Les preuves sont dans les médias, les vidéos existent, les émissions existent. Alors, notre position était claire. Et à l'époque, j'avais donné une interview à un média où j'ai dit clairement, c'est une interview vidéo qui est disponible sur YouTube, où j'ai dit clairement que si nous permettons que ce référendum ait lieu et que cette nouvelle constitution passe, comme on le disait, ça allait nous mettre dans un cadre où le président Ouattara allait avoir le droit de se représenter. Les amis n'ont pas aimé, j'ai dit non, c'est ma position et c'est clair. Ou bien la constitution ne passe pas et on maintient les deux mandats, le deuxième mandat courait, ou bien si cette constitution passe, il aura un deuxième mandat. À l'époque, vous aviez dans le même camp au RHDP, le RDR, le PDCI et le président de l'Assemblée nationale de l'époque, M. Soro Guillaume. Donc aujourd'hui, nous on trouve un peu gauche que ces personnes se retrouvent maintenant dans notre cadre, dans notre camp, et disent que ce troisième mandat serait illégal. Mais pour notre part, dès l'instant où nous acceptons le fait que les mandats il allait avoir droit à un autre mandat, mais dans la mesure où la fameuse constitution consacrait, selon eux, une troisième république, et la constitution dit dans son article 184 que la constitution devient loi et est exécutoire dès l'instant où elle est promulguée. Ce qui veut dire que depuis le 8 novembre 2016, la Constitution ayant été promulguée, elle fait force de loi et s'applique à tout le monde. Maintenant, s'il est que les compteurs sont remis à zéro, il aurait fallu alors que M. Ouattara remette son mandat en jeu en organisant une nouvelle élection présidentielle qui allait consacrer le premier mandat de la Troisième République. Mais il n'a pas fait cela. Ils ont mis dans les dispositions transitoires et finales que les mandats qui étaient en cours continuaient et que la loi, dans l'article 183 maintenant, qui vient soutenir cela, que toute autre disposition contraire à la Constitution qu'on venait de suspendre par l'adoption de la nouvelle Constitution, sans que ça ne fasse le cadre d'un changement légal et explicite, ne pouvait pas avoir lieu. Ce qui veut dire quoi? Le fait d'assumer ce fameux mandat qu'il a bien entendu, pour lequel il a été élu durant la Deuxième République selon eux, quand tu le laisses courir de 2016 à 2020, ça constitue en réalité de façon factuelle son premier mandat de la Troisième République. Alors quand il vient se faire élire de 2020 à 2025, pour nous autres, dans notre compréhension, c'est son deuxième mandat de la Troisième République. Sinon, s'il considère que son premier mandat de la Troisième République, c'est de 2020 à 2025, et que de 2025 à 2030, ce serait alors son deuxième mandat de la Troisième République, alors nous lui posons la question, à lui et à ses juristes, et au Conseil constitutionnel. De 2016 à 2020, ça serait alors un mandat fantôme. Il n'y a pas de mandat fantôme dans notre Constitution. Ça serait un mandat cadeau. Qui nous aurait fait cadeau de ce mandat? Ce ne sont pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens l'ont certes élu en 2015. Donc c'est une question de responsabilité. Et nous pensons qu'il est temps que nos aînés
nous prennent au sérieux, qu'ils prennent les Ivoiriens au sérieux. Et pour paraphraser le ministre de la Communication, quand il fait ses analyses et ses conclusions à la télévision chaque fois, il passe son temps à nous rappeler que nous sommes dans un état sérieux. Alors si nous sommes dans un état sérieux, il faut qu'on prenne les Ivoiriens au sérieux. Nous avons été à l'école d'Oufoué-Boigny, de la maternelle jusqu'à finir le lycée. La qualité de l'éducation que nous avons reçue, Dieu merci, nous a donné le sens de l'analyse, de l'esprit critique et de bien fouiller les choses et de ne pas nous précipiter dans des interprétations. Et nous ne mettons pas d'émotion dans ce que nous faisons. La loi, c'est la loi. Ou bien elle est respectée, ou bien elle n'est pas respectée. Et nous pensons que la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, nous n'avons rien à reprocher à cette Constitution, même si nous nous sommes opposés à l'époque au référendum. Pas à cause de la Constitution, mais à cause de la forme. Nous nous exigeons plutôt la mention de révision constitutionnelle, parce qu'il y a une grande différence entre révision constitutionnelle et nouvelle constitution. C'est un jeu de mots qui change tout. C'est le mot nouvelle constitution qui nous fait basculer dans une troisième république. Sinon, si c'était une révision constitutionnelle, nous serions encore dans la deuxième république. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Samuel Kadir, journaliste à l'Infodor. La dernière fois, lors d'une rencontre avec la presse, vous avez évoqué une requête auprès du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut avoir la suite de cette affaire-là? Et puis, tout à l'heure, vous avez souligné que les parrainages, c'est vraiment difficile, c'est quelque chose qui empêche les candidats d'être candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que, avec ça, vous comptez, parce que vu que le dernier délai du dépôt des candidatures, c'est demain, est-ce que vous comptez aller déposer votre candidature? Mais quelle décision vous avez prise relativement au dépôt de la candidature de demain? Ok. Bon, pour la première question, déjà, nous avons introduit auprès du Conseil constitutionnel 2 requêtes. Une requête qui concernait l'annulation du parrainage citoyen tel que édité en 2020 et une deuxième requête pour que le Conseil constitutionnel planche sur l'inéligibilité du président en exercice actuel, M. Alassane Ouattara. Le Conseil constitutionnel nous a traité la première requête et bon, si vous voulez, je vous transmettrai leur réponse. Comme les décisions de justice en Côte d'Ivoire sont dorénavant, on ne nous permet pas de les commenter. Donc, je vais transmettre à la presse la réponse du Conseil constitutionnel et chacun va se faire une idée. Mais pour la deuxième requête, et c'est ce qui nous désole, on a déposé les 2 requêtes le même jour. Jusque-là, aucune réponse. Ils ont décidé tout simplement, je ne sais pas, de ne pas traiter le sujet. Alors que nous avions eu l'information. Quand nous avons déposé, quand nous avons demandé des délais, on nous a dit que le Conseil constitutionnel traitait les dossiers entre 2 semaines et 1 mois maximum. Et effectivement, au bout de 1 mois, on a eu la réponse pour la première requête. La deuxième requête est restée sans suite. Ni oui, ni non, ni recevabilité, ni traitement de fond. Et c'est ce qui fonde pour nous, ANG, et pour moi particulièrement le candidat Dr Ousmane Camara, vraiment un déficit de confiance à l'endroit de notre institution qui devrait nous rassurer, nous tous, en tant qu'Ivoiriens. Pour revenir, répondre à la deuxième question, vous pouvez voir sur les tables, nous allons recevoir peut-être d'ici 1 heure de temps les derniers carnets et c'est tout un travail. Nous travaillons à 3 à entrer toutes les données dans les bases de données. Nous avons pu recueillir au total 53 480 signatures. Plus que ce qui a été demandé. Et nous sommes sur pratiquement 20 régions. Sur les 17 demandées. Les 30 premières 1000 signatures ont été faciles à cause de nos bases déjà établies. Donc, ça a été facile d'envoyer à nos représentants dans les différentes régions, nos potentiels adhérents
et sympathisants se sont précipités. Donc, il n'y a eu que des menus frais de transport, d'entretien divers. Pas de grandes charges. Mais pour le reste, c'était le parcours de combattants. Et ça nous a coûté pas, j'aime pas parler de chiffres, mais comme ils nous mettent dans des calculs de chiffres aujourd'hui, près de 27 millions de francs CFA. 27 millions de francs CFA pour autour de 23 480 signatures, si je veux mettre un chiffre là-dessus, si j'arrondis l'autre à 30 000, alors allons comprendre quelque chose. 27 millions, où on les tire, ça n'existait pas avant. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons eu beaucoup de difficultés sur le terrain et je vais citer juste quelques-uns. Dans un certain village, un chef de village, ancien gendarme à la retraite, qui décide que, compte tenu du fait que nos agents ne sont pas allés le voir avant de commencer à requérir les signatures de ses concitoyens, il s'oppose, il bloque le matériel. Il appelle, selon lui, le sous-préfet qui lui dit que c'est pas normal qu'on vienne mener ce genre d'activité dans le village sans prendre l'assentiment du chef de village. Premier blocage. Deuxième blocage. Un de nos agents, il passe d'un barrage policier de la gendarmerie dans une certaine ville de l'intérieur du pays. Les gendarmes l'arrêtent, ils contrôlent les pièces de sa moto, tout est en règle, et ils voient les documents du parrainage. Et ils se renseignent pour savoir il s'agit de qui. Alors, dans les discussions, il saisit le matériel et il lui dit qu'il doit avoir une autorisation spéciale, quoi. Et dans la foulée, le gars enregistre la situation avec son téléphone pour faire preuve de foi de la situation qu'il est en train de vivre. Et on lui confie son téléphone. Et on passe toute la soirée, c'est seulement le lendemain, 24 heures après, qu'on lui rend ses documents et son téléphone. Et dans d'autres cas de figure, on a des gens qui ont pris le matériel, apparemment qui se sont invités parmi nous, comme voulant nous aider, et qui ont proposé des méthodes particulières qu'on n'a pas acceptées, parce qu'on a exigé que nos agents aillent à la rencontre de chaque citoyen pour prendre le parrainage et non travailler sur du remplissage de listes préétablies. Ce n'est pas notre méthode. Et ces personnes-là, après, posent des problèmes pour retourner le matériel qu'on avait mis à leur disposition. Donc, vous avez ça et là beaucoup de difficultés comme ça qui sont posées. Et les appareils, la quasi-totalité des appareils qu'on nous a donnés n'ont pas fonctionné. La quasi-totalité. Ils ont fonctionné une fois sur 10 et il faut chaque fois réinitialiser, relancer, ça perd des heures. Et alors, on a des gens qui sont allés en campagne dans des villages avec les appareils. Ils n'ont pas pu travailler. Ils ont perdu 1 jour, 2 jours, 3 jours. À la fin, nous avons statué ici qu'il fallait qu'on abandonne l'usage des appareils parce que ça nous faisait perdre des ressources et des jours pour se concentrer sur le parrainage manuel. Et c'est là où on a un problème avec le parrainage manuel. De ces 53 000 signatures, quand on les dépose aujourd'hui à la CEI les transmet au Conseil constitutionnel. Nous ne connaissons pas le protocole que le Conseil constitutionnel va utiliser pour valider ou invalider. Alors, disons qu'on me dise que j'ai 1000 signatures qui ne sont pas valables. Est-ce que ces 1000 signatures-là, parce qu'il y aurait des doublons, comment je peux prouver que ce sont les signatures qui sont les vraies et ce ne sont pas les signatures de l'autre qui sont les fausses? Aucun moyen. On vous donne 48 heures pour recouvrir les 1000 signatures. Donc, c'est à la discrétion du Conseil constitutionnel. Nous voudrons bien leur faire confiance, mais c'est ce même pouvoir qui a exigé toutes les garanties et les certifications des Nations Unies en 2010. Pour chaque passage au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de la RLE, à chaque niveau, ils ont demandé de la certification des experts des Nations Unies et autres. Donc, on nous donne aussi la possibilité d'exiger une certification des méthodes qui vont être utilisées pour valider ou invalider des signatures du parrainage dans lesquelles nous avons investi. Et ça, nous ne savons pas, nous n'avons aucune garantie. Alors, quand je mets ça de côté, on a d'autres inquiétudes avec la CEI qui dit une chose aujourd'hui et qui dit son contraire demain. Tout est dans les médias publics.
Aujourd'hui, cette CEI ne rassure en rien. Nous avons l'impression que même Miss Côte d'Ivoire est mieux organisée que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est sérieux ce que je dis. Les conditions pour Miss Côte d'Ivoire sont claires. Il parle de présélection jusqu'à la finale. On peut être content du résultat final ou pas, mais nous sommes tous d'accord sur une chose, il y a un minimum de transparence. Et il y a un protocole qui est suivi. Au niveau de la CEI, regardez même les dépôts de candidature. Les conditions d'éligibilité sont claires. Et comme on peut continuer, c'était la même chose en 2015, c'était la même chose en 2020, et c'est encore la même chose en 2025. Continuer à recevoir tout et n'importe quoi pour embrouiller les gens et dans la foulée éliminer qui on veut. Tout ça n'est pas fait pour rassurer. Maintenant, l'autre problème, c'est le chevauchement entre les élections législatives et les élections présidentielles. Parce que les gens ne prennent pas note. La CEI a proposé le 27 décembre. Et quand vous faites le calcul pour revenir en arrière, ça veut dire que la date limite de dépôt de candidature pour les législatives, ça sera entre le 11 et le 12 novembre. Or, la déclaration, l'annonce du résultat définitif des présidentielles, c'est le 13. Donc, ça veut dire que pour tous ceux qui sont candidats officiels aux présidentielles, s'ils ne gagnent pas, le temps qu'on ait les résultats définitifs, ils seront forclos pour participer aux législatives. Donc, ça mène beaucoup de gens aujourd'hui dans le choix stratégique. Est-ce qu'on sacrifie notre participation aux présidentielles pour privilégier les législatives ou pas? Et ça, ils le font, c'est de façon insidieuse. Ça, c'est notre avis. Parce qu'il n'y a pas de calendrier préétabli. Et vous vous rappelez bien que dans notre dernier entretien, j'avais fustigé cela. Comment se fait-il que dans les autres pays, 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance, on sait déjà toutes les dates, que ce soit élections présidentielles, législatives, les différentes étapes, tout est clair. Posez la question au président de la CEI aujourd'hui. Il ne pourra pas vous dire à quelle date exacte nous pourrons organiser les élections municipales, à quelle date exacte nous ferons les régionales, ni les sénatoriales. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas sérieux. Ça fait quand même plusieurs années, ça fait 15 ans. Et ça, c'est à leur bilan. Le Ghana à côté ici, ils le font chaque fois, ils n'ont aucun problème. Les calendriers sont connus l'année d'avant. Il faut que ça s'arrête. Donc pour nous, nous terminons de saisir nos données dans nos systèmes et nous sommes programmés pour déposer notre dossier de candidature demain. Mais il faut qu'on soit honnête, ces gens nous causent beaucoup de maux de tête. Parce que ça nous impose de prendre des décisions difficiles. Après autant de sacrifices, autant de dépenses, vraiment c'est triste de voir qu'on nous contraigne chaque fois dans des situations qui ne sont pas reluisantes et qui ne font pas honneur à la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes un grand pays. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Et il faut que les gens nous prennent au sérieux. Ça se moque de nous hors de la Côte d'Ivoire. Et c'est triste. Monsieur le Président, ma question se situe au niveau de votre chute. Vous avez dénoncé pas mal d'irrégularités. Et on sent dans votre déclaration que vous êtes pour l'équité et la justice. C'est un combat que vous menez depuis longtemps, selon le nombre de conférences qu'on enregistre par ici. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? On sait que vous allez vous présenter très bientôt. Est-ce que vous avez pris des mesures aussi solides pour aussi accompagner tout ce que vous avez pris comme tout ce que vous dénoncez? Est-ce que vous avez pris des mesures derrière pour aussi mener un combat qui pourra aboutir à un résultat aussi probant? Eh bien, contrairement à d'autres, nous sommes pacifistes. Nous nous inscrivons dans la voie démocratique. Et c'est ce que nous faisons depuis toujours. Et ça nous a coûté beaucoup. Ça continue de nous coûter. Quand je dis ça nous a coûté beaucoup, je parle de depuis 1999 à aujourd'hui.
C'est vrai que j'étais jeune, mais en 99, j'avais 20 ans. J'étais déjà actif, politiquement parlant. Sans être du FPI, je fais partie de ceux qui ont marché jusqu'à sur le pont, qui ont manifesté pour contraindre Robert Gueye à l'époque à accepter sa défaite. Je n'étais pas membre du FPI. Plus tard, quand la crise va s'intensifier et puis les abus vont commencer, sous Gbagbo, j'ai tenu, j'ai continué à défendre les droits de mes concitoyens à l'époque des commerçants. Et bon, ça nous a valu ce que ça nous a valu. On nous a jetés en prison, j'ai dû vivre l'exil. Et sous Ouattara, ça n'a pas été mieux. Ce que je veux dire tout simplement, depuis 2011, j'ai critiqué, je fais partie de ceux, bien que candidat en 2011, qui ont eu le courage de dénoncer l'extradition de Gbagbo à La Haye. Et ça m'a coûté les élections législatives de 2011 à Djamé. Parce que des gens ont divulgué le fait que je serais pro-Gbagbo, donc on n'a plus voté pour moi. Même les amis m'ont tourné le dos à l'époque. Donc je veux dire que nous avons commencé un travail il y a longtemps. Il importe peu de qui il s'agit, de quel parti il s'agit. Nous nous mettons toujours dans le camp de ceux dont on prive de leurs droits. Alors, pour nous, la réponse du Conseil constitutionnel nous a beaucoup instruits. Dans ce sens que nous avons compris à travers leur réponse que tout ce qu'on reproche aujourd'hui au processus électoral, que ce soit le parrainage, que ce soit même l'éligibilité du président Ouattara et tout ça, les députés de l'opposition, dans le nombre qu'ils sont là-bas, auraient pu aborder ces sujets-là et soulever ces questions et saisir le Conseil constitutionnel en temps pour pouvoir donner réponse à tout ça. Alors nous comprenons que, quelque part, le dysfonctionnement n'est pas seulement au niveau de l'exécutif, mais il est aussi au niveau du législatif. Donc pour nous, c'est simple. Nous allons faire ce que nous avons à faire demain. Mais si nous ne sommes pas élus président, nous visons les législatifs et nous voulons y aller en grand nombre. Parce que pour nous, c'est la seule voie pour changer les choses en Côte d'Ivoire de façon pacifique. Et vous voyez, je vais marquer ce point précis. Si nous jugeons que nous n'avons pas la confiance nécessaire, c'est-à-dire la confiance qu'il faut, aussi bien dans la CEI que dans le Conseil constitutionnel, nous n'hésiterons pas à nous retirer du processus malgré tous les sacrifices et nous concentrer sur les élections législatives. Mais en ce moment, nous allons le marquer. Mais pour tous ceux qui vont soumettre leur sort au Conseil, à la CEI et au Conseil constitutionnel, nous leur demandons de grâce. Si vous n'avez pas confiance dans les institutions, n'allez pas leur soumettre vos sorts. Parce que s'ils tranchent, en ce moment, prenez la même responsabilité, acceptez leurs décisions. N'amenez pas la violence. Nous n'avons besoin d'aucune violence en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que ça ne va nous donner rien du tout que des morts et des histoires qui vont rester encore en suspens. Il faut que ça s'arrête. Nous avons besoin de paix. Donc nous appelons l'État à faire l'effort qu'il faut faire pour respecter les droits de tout le monde. Nous appelons aussi nous-mêmes, l'opposition, à être beaucoup plus responsables. Chez nous, à Malinké, on dit, quand on ne veut pas, on dit non. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Et si nous ne sommes pas d'accord, et demain nous allons le faire savoir, nous dirons non. Et nous allons indiquer la prochaine étape pour nous. La lutte continue. Président, vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas pour la violence. Effectivement, la question que moi je souhaiterais vous poser, en cas de rejet de votre candidature, ce n'est pas mon souhait en tout cas, en cas de rejet de votre candidature, est-ce que vous avez dans votre viseur quelqu'un qui peut-être à qui vous allez vous allier par exemple pour ces élections présidentielles-là? Parce que vous optez aussi pour le changement, et si la personne aussi opte pour le changement, est-ce que vous avez dans votre viseur quelqu'un, ceux qui comptaient pour ce changement-là? Honnêtement, quand on est candidat, sérieusement, ce ne sont pas des questions auxquelles on réfléchit.
Parce qu'on est candidat pour soi et pour son groupe, pour son parti, pour ses partisans, pour ses sympathisants. Donc, on n'a pas ça en option. Et nous sommes en Côte d'Ivoire. Et nous comptons participer pleinement à toutes les étapes de la vie démocratique de notre pays, étant candidat ou pas, étant participant à ces élections présidentielles ou pas. S'il faut rester, passer la consigne à nos militants et leur dire « allez voter selon votre conscience », nous le ferons. Mais nous ne boycotterons pas les élections parce que nous n'y participons pas. Nous sommes dans une lutte et nous pensons que si nos aînés avaient eu la même lumière et le même état d'esprit, ils nous auraient économisé une décennie de crise, de violence, de mort et de destruction de biens. Donc pour nous, nous sommes pour participer dans le processus de sorte à nous rapprocher de plus en plus de la paix et de travailler à consolider cette paix. Notre candidature, notre personne n'est rien devant la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est la Côte d'Ivoire qui prime, sont les Ivoiriens et la paix en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ainsi prend fin cette conférence de presse. Nous allons permettre au Président de se...